Bonjour à toutes et à tous. Hop là, donc on est bien tous connectés. Merci pour votre présence. On est très heureux de vous recevoir pendant ces 3 jours de webinaire autour des rencontres ProDurable Lyon 100% digital. Aujourd'hui, lors de cette session, on va évoquer la méthode Lance avec Nathalie Lance pour l'entreprise Ecolance, qui est notre partenaire sur l'événement. Et je vais laisser Nathalie se présenter à vous et vous en dire un petit peu plus sur cette session. Merci Florent. Donc effectivement, je vais vous présenter la méthode Lance, qui est une méthode pour adapter l'entreprise aux enjeux du changement climatique. Comme c'est un atelier, que ça doit être interactif, je me suis dit comment est-ce que je vais présenter les choses. Et ben voilà, je me suis dit, je vais finalement poser moi-même des questions que l'on me pose fréquemment, et puis je vais vous laisser vous poser les vôtres. Peut-être que Florent, vous voulez dire de quelle façon vous voulez… Exactement. Alors, vous avez accès à droite à un chat et à un petit onglet questions tout en haut sur votre droite. N'hésitez pas surtout à aller plus vers l'onglet questions pour poser vos questions. Ça nous permettra de voir plus facilement ce que vous souhaitez savoir, les points un peu bloquants, si vous avez des envies d'informations supplémentaires. Voilà, allez vraiment sur cet onglet questions. Pour le chat, n'hésitez pas si jamais vous avez des petits soucis de connexion ou de son, etc. Ça nous permettra de revenir vers vous assez rapidement. À ton tour, Nathalie. Très bien, c'est parti donc. Donc, c'est quoi ces questions qu'on me pose fréquemment et que je me suis dit que j'allais vous exposer déjà en démarrage de discussion. La première question, c'est elle fait quoi au juste, Nathalie? Donc, c'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours très très bien ce que je fabrique. C'est quoi prendre en compte le changement climatique? À qui s'adresse la méthode, en particulier quel secteur? Et puis, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette méthode? Donc, c'est là que je creuserai un petit peu plus le contenu. Elle a aussi beaucoup d'outils, cette méthode. Elle en a un peu moins de 200. Donc, pourquoi autant d'outils? Et puis, c'est quoi tous ces outils? Et pourquoi partager? Ça, c'est un des principes, le principe de diffusion de la méthode. Et c'est quoi une licence Creative Commons? Donc ça, je vous expliquerai. Et puis, qui a déjà utilisé cette méthode? Donc là-dedans, vous devriez trouver pas mal d'informations. Et si vous en avez d'autres, donc vous n'hésitez pas dans le chat à les poser. Alors, elle fait quoi au juste, Nathalie? Moi, à l'origine, je suis ingénieure en informatique. Ça fait 36 ans que je travaille. Petit à petit, j'ai abandonné l'informatique et j'ai été happée, on va dire, par cette discipline de la transformation d'entreprise que j'ai assez rapidement beaucoup aimée. J'ai commencé à essayer de faire ça et j'ai vraiment adoré, notamment le côté humain, finalement, de la transformation. Et pendant 20 ans, en fait, j'ai surtout été dans des grands groupes. Pour vous donner une idée, donc deux des grands groupes, c'était Alcatel, du temps que ça s'appelait encore Alcatel, qui est maintenant Nokia, et puis Thales. Donc, j'ai travaillé dans ces grands groupes au niveau de la transformation, quelquefois dans des équipes corporate, c'est-à-dire corporate et internationales. Donc, vous pouvez imaginer que ça fait un grand nombre de personnes, jusqu'à plus de 100 000 personnes pour Alcatel à la grande époque. Aussi, j'ai travaillé dans des entités qui étaient de taille beaucoup plus gérable de mon point de vue, en tous les cas par rapport à ce que je sais faire, qui étaient plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Les sujets sur lesquels j'ai fait de la transformation, c'était beaucoup des processus, de la maturité des processus. À un moment donné, j'ai été amenée à travailler sur du bonheur au travail. Et puis, en tirant le fil, j'ai fait du management responsabilisant. Ça, c'est un exemple de sujets sur lesquels j'ai pu travailler en tant que personne spécialisée en transformation des entreprises. Et puis, en parallèle à ça, on va dire, dans ma vie personnelle, j'ai, il y a à peu près 3-4 ans, pris une claque en découvrant l'urgence climatique. J'ai toujours eu l'écologie un peu dans mon ADN, mais en fait, je me suis jamais rendu compte à quel point il fallait vraiment faire quelque chose urgemment. Donc, j'ai fait beaucoup de choses d'un point de vue personnel. Je suis devenue végétarienne, j'ai vendu ma voiture, j'ai arrêté de prendre l'avion alors qu'avant, je voyageais vraiment beaucoup, et notamment pour mon travail. Et à un moment donné, je me suis dit, non, Nathalie, t'es pas encore cohérente comme il faut, parce qu'en fait, tu as un métier qui serait vraiment super intéressant pour le sujet du climat, qui demande des changements, qui demande des transformations.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à creuser le sujet du climat du climat. Alors, je ne suis pas devenue une spécialiste sur la science du climat. En revanche, ce que j'ai étudié, c'est quoi le climat pour les entreprises, c'est-à-dire c'est quoi les obligations réglementaires, c'est quoi les outils, c'est quoi les tendances, c'est quoi les risques, etc. C'est-à-dire comprendre, c'est quoi la RSE, comprendre vraiment ce que la problématique climat pour l'entreprise. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur des transformations pour le climat. Et donc là, j'ai décidé de quitter mon grand groupe pour monter cette aventure que je vous expose ici. C'est quoi mes valeurs? Alors, mes valeurs, c'est j'aime que les choses aient du sens. Et pour les transformations, ça c'est vraiment super important. Non seulement que moi, j'ai du sens, mais surtout que les gens qui sont dans les entreprises sur laquelle on est amené à faire des changements comprennent le sens des choses. J'ai aussi un sens du partage. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une des planches un petit peu plus tard qui va vraiment voilà, présenter tout ça. Le respect, la confiance, alors ça, dans les transformations, c'est vraiment super important pour que les gens ne se demandent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Et puis, je vais m'arrêter un tout petit peu sur cet aspect autodétermination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, effectivement, j'ai travaillé sur le management responsabilisant et ça a vraiment fait tilt chez moi. Je crois réellement que dans le cadre de la transformation, il est beaucoup plus efficace, je dirais, en tous les cas beaucoup plus satisfaisant aussi, de ne pas conseiller, mais de plutôt faciliter. C'est-à-dire d'amener les gens finalement à faire leur propre transformation. C'est-à-dire créer un cadre pour que la transformation se fasse avec vraiment, non plus que le sentiment, mais un fait qui est que ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent le chemin vers lequel ils veulent aller. Le petit mobile là que j'ai sur la droite, ça dénote simplement un certain équilibre, disons de compétences ou de connaissances. C'est-à-dire que moi, je suis surtout spécialiste en changement d'entreprise. Bon, depuis toutes ces années, je pense que je commence vraiment à me considérer comme une spécialiste de la question. Ensuite, il y a le sujet de transformation. Donc là, en l'occurrence, c'est le climat. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas devenue spécialiste en sciences du climat. En revanche, j'en connais suffisamment, voilà, sans être une grande experte, pour travailler sur le sujet du climat en entreprise. Concernant les secteurs, moi, dans ma carrière, j'ai travaillé sur des secteurs variés. Bon, j'avoue quand même que ça reste des groupes industriels peuplés d'ingénieurs, on va dire. Néanmoins, ça pouvait être des choses très différentes et une personne qui fait une transformation n'a pas de besoin fondamental de connaître à fond le secteur et l'activité de l'entreprise. Il se trouve qu'en règle générale, c'est suffisamment intéressant pour qu'on soit curieux pour aller regarder ce qui se passe, mais ce n'est pas nécessaire finalement de connaître bien le secteur, ni même les activités de cette entreprise en particulier. Donc du coup, moi, plutôt changement, un peu climat, un peu secteur. Et on verra que cette méthode, finalement, elle va aussi être destinée à des gens qui sont plutôt climat, un petit peu moins changement. Donc tout ça est une question d'équilibre et en fait, cet équilibre, il est à trouver finalement quand on fait une transformation. Ça, c'était pour la première question. Alors, c'est quoi prendre en compte le changement climatique? Pour ça, je me suis inspirée des définitions du GIEC et puis aussi de quelques chiffres du Haut Conseil pour le climat. Quand on pense prise en compte du changement climatique, on pense tout de suite à l'atténuation. Et c'est absolument valide. C'est-à-dire qu'on doit absolument réduire les gaz à effet de serre. Et en particulier, il y a des secteurs, notamment en France, qui sont particulièrement émetteurs, et c'est le transport, environ 30% des émissions de gaz à effet de serre, et puis ensuite, à peu près au même niveau, l'agriculture, le bâtiment et l'industrie. Donc, de façon naturelle, on pense que ces secteurs-là doivent vraiment faire des efforts pour réduire les gaz à effet de serre, y compris toute entreprise qui utilise du transport. Enfin, en tous les cas, il y a différents secteurs qui peuvent être aussi touchés par ça, un petit peu par ricochet. Mais il y a une chose à laquelle on pense nettement moins, c'est cette notion d'adaptation que le GIEC a introduit après l'atténuation, mais qu'il l'a introduit de façon assez forte. Et c'est quoi l'adaptation? Donc, pour reprendre les mots du GIEC, c'est s'ajuster au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences.
Et là, quelquefois, quand on pense adaptation, on pense phénomène catastrophique. On pense aux vagues de chaleur, on pense aux inondations. Alors que le climat, en fait, il faut vraiment penser comme quelque chose qui, structurellement, va nous faire évoluer. Et dans certains secteurs, eh bien ça, cette évolution plus structurelle que des problèmes de catastrophes, cette évolution-là, on la sent déjà. Je pense à différents secteurs, comme peut-être que vous allez au ski, c'est clair que le ski, un jour, il faudra quand même penser qu'on ne pourra plus en faire. Hein, et ça, les professionnels des sports d'hiver en sont conscients, évidemment. Hein. Donc, vraiment, c'est pas comme si on parlait de quelque chose qui allait être là dans 10 ans, dans 20 ans. Non, c'est déjà là. On sent qu'il y a déjà quelque chose à faire au niveau de certains secteurs. Autre secteur, le vin, par exemple, le secteur viticole. Bon, les vignes sont très sensibles au climat. Et là, on commence déjà à imaginer que certains vignobles devraient remonter. Je ne veux pas dire le Bordeaux qui remonterait en Bretagne, mais quand même, quoi. On est vraiment dans ce type de problématique. Et donc, ce que dit le GIEC, c'est que les entreprises vulnérables aux effets du changement climatique ont intérêt à considérer une adaptation transformationnelle et qui peut donc toucher leur stratégie, leur modèle économique et leurs opérations. Et c'est là, en fait, la façon dont est construite la méthode Vance, c'est vraiment pour toucher à la stratégie, parce qu'il faut s'adapter non seulement à l'atténuation, mais aussi il faut s'adapter au changement climatique. Alors, quand on fait de l'adaptation, on fait de l'atténuation. Vice-versa n'est pas forcément nécessaire. Souvent, actuellement, les gens font beaucoup d'atténuation. Quand on fait de l'adaptation, évidemment qu'on va faire de l'atténuation parce qu'on va aller vers des choses qui vont de toute façon, des activités qui vont atténuer. Donc ça, c'est presque plus naturel dans ce sens-là. Voilà pour ce qui est de la question, c'est quoi prendre en compte les changements climatiques? Alors, troisième question, à qui s'adresse cette méthode? En particulier, quel secteur? Donc, la méthode, elle est vraiment adaptée pour des PME et des ETI. Déjà parce que je sais ce que c'est que de travailler dans des gros groupes, je sais ce que c'est la transformation dans des gros groupes, et je vais vous le dire de façon brute, je ne suis pas sûre de savoir faire correctement des transformations qui soient de niveau groupe dans son ensemble. Là, je parle pas de petites entités, parce que moi, j'ai fait beaucoup de transformations dans des grands groupes, mais sur des petites entités. Donc, ce que je sais faire marche bien pour des PME, des ETI, donc je l'ai décrit. C'est vraiment mon savoir-faire qui est décrit là-dedans. Donc, des PME et des ETI qui sont dotés d'un héritage culturel important et confrontés récemment à la perspective du changement climatique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que des entreprises qui auraient été créées plus récemment et qui, enfin, je sais pas, une dizaine d'années et qui auraient déjà intégré pas mal de choses, et pour lesquels finalement de faire une politique d'atténuation devrait suffire parce que leur business model n'est pas basé sur des choses qui sont impactantes pour le changement climatique, elles n'en auront pas besoin. Donc là, on parle plutôt d'entreprises peut-être qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, voire depuis un siècle quelquefois, et qui sont quand même qui n'ont pas non plus cette habitude de bouger à ce point, parce que là quand même, si on parle de changement de stratégie, on parle quand même de quelque chose d'assez important. Elle est adaptée aux PME et des ETI de tous les secteurs qui sont concernés par l'atténuation et par l'adaptation. Les utilisateurs de la méthode, c'est-à-dire les gens qui vont l'utiliser au jour le jour, je vais dire pas les utilisateurs finaux qui sont bien évidemment les PME et les ETI, mais les utilisateurs vraiment de la méthode au jour le jour, ce sont principalement des gens qui font du changement, donc des consultants en changement, mais aussi des consultants climat. Donc les consultants changement qui n'ont pas nécessairement déjà travaillé dans du climat, mais moi j'ai apporté cette couche supplémentaire pour le climat, et des consultants climat qui ne seraient pas, enfin quand je dis consultants climat, des gens qui font des bilans de gaz à effet de serre et ce type de choses, qui eux-mêmes n'ont pas toute cette expérience ou ces compétences en gestion de changement, et qui sont quelquefois un peu dépourvus quand il s'agit de faire des choses aux entreprises pour les faire changer. Et puis les consultants RSE, je les ai mis un petit peu là comme ça, parce qu'en fait, les consultants RSE, c'est un petit peu mélange de tout ça finalement. Les prescripteurs, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir intérêt à regarder cette méthode et la diffuser.
les filières. Alors, c'est d'autant plus intéressant par rapport aux filières que si on s'attaque à un secteur, une entreprise est dans un secteur, on a tout intérêt à considérer la chose de façon plus globale, parce qu'il est fort probable que les entreprises donc, concurrentes, les entreprises du même secteur, soient aussi dans la même situation de devoir soit atténuer, soit s'adapter. Donc les filières, très important. Et puis après, les réseaux de dirigeants, les ONG, les associations carbone, les réseaux RSE, développement durable, etc. Donc voilà, des personnes qui peuvent être intéressées par cette description de la méthode. Alors, là, je vais passer un tout petit peu plus de temps parce que je vais répondre à la question « Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette méthode ?» Vous avez là sur une illustration faite par Fred Jarno, qui est la personne qui m'accompagne depuis le début de cette aventure du point de vue des illustrations et aussi du point de vue des contenus. Donc vous avez un chemin qui est pas très linéaire. Voilà, une transformation, c'est jamais un truc de A à Z. Avant de rentrer dans chaque étape, ce que je voudrais vous expliquer en 2 mots, c'est cette petite ligne verte que vous voyez en dessous, verte et rose. En fait, elle dit que la gestion du changement inclut des tâches de fond. C'est-à-dire des tâches de fond, ça va être des tâches qui vont être faites par la personne qui va accompagner l'entreprise et qui sont des tâches, on va dire, très humaines. C'est-à-dire, il y a le facteur humain, la résistance au changement et la communication. La communication d'abord interne et ensuite externe. Et dans le cadre du changement climatique, on va penser à tout ce qui va être label, etc. Voilà, donc ça, ce sont les tâches de fond que la personne en charge d'accompagner l'entreprise fera tout au long de ces différentes étapes. Alors, regardons un petit peu ces différentes étapes. La première, c'est la phase d'observation. Donc là, la personne qui accompagne l'entreprise dans son changement va s'imprégner de l'entreprise. Alors déjà, elle va regarder factuellement c'est qui ses clients, c'est quoi ses activités, ses produits, ses services, etc., etc. Sa chaîne logistique, enfin tout ce qui va être, voilà, tout ce qu'il faut apprendre. Alors elle va le faire par différentes façons, elle va essayer de le faire d'ailleurs sans trop perturber l'entreprise elle-même, peut-être en allant à des réunions, peut-être en faisant des vies ma vie, c'est-à-dire aller faire quelques jobs qui sont dans cette entreprise. Donc ça, ce sont des choses factuelles. Et puis elle va s'imprégner de la culture de l'entreprise, parce que la culture de l'entreprise, c'est quelque chose qui est juste fondamental pour faire une transformation. On ne va pas emmener l'entreprise dans un chemin de transformation qui ne correspondra pas à sa culture. La culture, ça va être quoi, hein? Ça va être, on peut peut-être avoir une culture un peu éventuellement rigide ou beaucoup plus souple. Et on peut avoir des circuits d'influence à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a énormément de choses à comprendre du point de vue de la culture. Et dans la méthode, il y a différents outils qui permettent même de déterminer un petit peu ces éléments culturels. Et puis, l'aptitude au changement. C'est super important de se rendre compte, cette entreprise-là, elle va vraiment avoir aucune difficulté et cette entreprise-là aura quand même beaucoup plus de difficultés. Donc, il va falloir trouver des outils qui conviennent bien à ces spécificités de l'entreprise. À l'issue de cette phase d'observation, ce que l'on va avoir, c'est ce qu'on appelle un profil de changement. C'est-à-dire que la personne qui aura observé va faire une espèce de miroir à l'entreprise pour dire est-ce que vous vous reconnaissez? Voilà ce que je vous propose en termes de chemin pour faire la transformation. Est-ce que ça vous convient? Il y a une autre chose aussi qu'on trouvera dans le profil de changement et qui est super important. En RSE, on parle énormément des parties prenantes. Et quand on pense parties prenantes, donc on parle évidemment les parties prenantes internes à l'entreprise, mais aussi les parties prenantes externes, peut-être à l'interface de l'entreprise avec les clients, les fournisseurs, etc. etc. Mais on peut aussi aller au-delà. Dans la méthode, je ne vais pas le détailler, mais j'ai ajouté aussi des parties prenantes que l'on appelle symboliques, qui vont être, par exemple, la biodiversité ou ce type de choses. Donc, cette notion de partie prenante, elle est super importante parce qu'elle va permettre de bien déterminer ce qu'on va pouvoir appeler un système finalement, un périmètre ou un système. Et comme toutes les transformations, surtout celles qui ont rapport au climat, font appel beaucoup à des approches systémiques. On ne peut pas regarder l'entreprise toute seule, c'est pas possible. Donc le choix des parties prenantes va être super important pour pouvoir mener la transformation correctement et sans effet de bord sur d'autres choses.
Donc voilà, cette étape d'observation, c'est quoi? Et là, il y a les petits résumés qui résument ce qu'il y a de spécifique. On a un profil de changement en sortie et vous le voyez, c'est une observation, c'est pas un diagnostic. On va dire, les diagnostics peuvent très bien être très bien dans certains contextes. En l'occurrence, par rapport à la méthode Lance, on ne parle pas vraiment de diagnostic parce que cette entreprise que l'on est en train de regarder pour qu'elle puisse se transformer elle-même, finalement, elle est comme ça à un moment donné et elle sera assez différente après avoir fait sa stratégie. Donc, parler de diagnostic, par exemple, en termes de diagnostic climat ou autre, à ce moment-là de l'application de la méthode, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Deuxième étape, étape d'ouverture. Alors là, c'est une étape qui va permettre, notamment, d'aller loin en termes de vision stratégique. Quelquefois, on a tendance à voir les choses de façon, bon, court terme, ça c'est normal pour les activités de tous les jours. On peut commencer à imaginer des choses moyen terme, mais on a vraiment du mal à voir les choses vraiment long terme. Et donc, cette étape d'ouverture, elle est vraiment là pour voir loin. Et beaucoup plus loin que ce qu'on... Et dans des directions où on n'ira peut-être pas, mais en tous les cas, on ouvre son horizon. Alors, on ouvre son horizon, pourquoi ? Admettons que on soit, enfin, déjà d'un point de vue technologique, admettons qu'on soit dans un secteur, le secteur de l'agriculture. Prenons cet exemple-là. On va imaginer qu'est-ce que les gens sont en train, enfin, il y a plus qu'imaginer, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. C'est quoi l'agriculture dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est quoi quand on réfléchit à ça, quand on lit un petit peu des choses comme ça, on se rend compte que ce soit pour l'agriculture ou pour d'autres domaines, il y a des visions qui sont assez opposées. On parle de vision très technologique ou de vision plus naturelle. Pour faire de façon très très schématique et voilà, on pourrait dire d'un côté on a les sondes dans la terre et de l'autre on a les vers de terre. Et ça, c'est super important de comprendre ces différentes visions des choses. Et même si on est dans l'agriculture, dans un secteur donné, ça n'empêche pas qu'on puisse imaginer ça va être quoi le style de vie des gens dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, essayez d'aller voir le plus loin possible pour ensuite imaginer une stratégie qui soit réellement long terme. Dans cette phase d'ouverture, ce qu'on va faire aussi, c'est on va comprendre c'est quoi le problème climat, en gros. Vous avez peut-être regardé des conférences de Jean-Marc Jancovici, il dit assez souvent, c'est quand même terrible dans les entreprises, on ne sait pas l'effet de la science par rapport au changement climatique. Donc, sans devenir des scientifiques, on peut faire des choses comme des fresques du climat ou des choses comme ça qui vont nous permettre de nous rendre compte des éléments qui vont être importants finalement pour réfléchir à où est-ce qu'on doit aller. Alors, dans cette étape d'ouverture, donc on voit pas mal de choses comme ça. Il y a un autre intérêt à cette étape d'ouverture, à cette façon de voir loin et sur plein de sujets. Hein, je vous fais très court quand même. C'est de créer l'urgence. On l'a vu il y a un an avec la mise en place du couvre-feu et avec l'étendue de la catastrophe pandémique, hein, en gros. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont senti l'urgence et qui ont été capables de s'adapter pour certaines choses, mais de façon très rapide. En fait, quand on est au pied du mur, on arrive à faire des choses beaucoup plus bousculantes que quand on se dit « ouais, bon, ça, c'est pour dans… voilà ». Donc, avec cette étape d'ouverture, en fait, le sentiment de l'urgence, on le crée. Vraiment. Alors, du coup, c'est ce que j'ai mis un petit peu sur la droite. Cette étape d'ouverture, elle est enthousiasmante, mais elle est aussi perturbante parce qu'elle déclenche le sentiment d'urgence. Hein, donc, un programme de changement, c'est perturbant, déjà, de par le fait qu'on va peut-être changer, bousculer un petit peu sa façon de travailler, mais ça peut l'être d'autant plus personnellement pour les gens de l'entreprise parce que la perspective du changement climatique fait peur. Voilà. Troisième étape, c'est l'étape de la stratégie. Donc là, c'est vraiment le cœur. C'est là où, sur la base de ce que l'on aura découvert et imaginé au moment de cette étape d'ouverture, où on aura ouvert son champ de vision, on va dire, pendant l'étape de stratégie, eh bien, on va construire cette stratégie, mais en trois étapes finalement, 3 sous-étapes.
La première, c'est de la co-création. Et là, en fonction du profil de changement, si l'entreprise est OK avec ça ou pas, et si aussi elle a du budget, enfin, il y a beaucoup de paramètres, hein, évidemment, à tenir compte, cette co-création, elle pourra se faire avec plus ou moins de monde. Alors, on pense évidemment aux parties prenantes que l'on a identifiées, mais peut-être dans les parties prenantes internes, intégrer le plus de personnes possible dans cette définition de stratégie. Il faut savoir que quand on implique les gens, et qu'on fait marcher l'intelligence collective, etc., les gens par la suite sont beaucoup plus embarqués dans le changement, et donc la résistance au changement est nettement moindre. Donc, première partie, on co-crée la stratégie. Deuxième partie, on regarde sa faisabilité, parce que c'est bien joli de rêver à un tas de choses, il faut quand même que ce soit faisable. Donc, faisabilité. Troisième partie, initialisation du projet de transformation qui va se mettre en place après. Donc, pourquoi les mettre toutes les trois avec la stratégie? Parce que ça va être itératif. Il est clair que si on est en train de réfléchir à quelque chose qui est beaucoup trop risqué, ou que pour des raisons X ou Y budgétaires ou autres, on n'arrivera pas à atteindre, on peut reboucler sur ces différentes étapes-là. Quatrième étape, le mode projet. Donc, le mode projet peut être de différents styles. Donc, quand je parle de mode projet, c'est un projet de gestion de changement, en fait. Et on peut le voir de façon assez classique, en ayant des plans de transformation, en déroulant les choses telles que l'on les aura planifiées. On peut le faire aussi de façon plus agile, comme on fait de plus en plus maintenant, c'est-à-dire on va pouvoir faire des choses, tester. Alors, on parle de test and learn, tester et apprendre, pour voir ce que ça donne et éventuellement pouvoir revenir un petit peu en arrière ou pouvoir corriger si les choses ne marchent pas comme on le voudrait. Bref, mode projet très adapté, encore une fois, au profil de changement de l'entreprise. Et puis, on aura les premiers résultats. Donc, les premiers résultats, ça peut être quoi? Ça peut être un produit que l'on aura complètement redesigné, ça peut être un nouveau produit, ça peut être un service, ça peut être la mise en place de l'économie de la fonctionnalité, ça peut être énormément de choses. Et puis, on va pouvoir peut-être à ce moment-là mesurer les premiers effets sur nos émissions. Est-ce qu'on a vraiment réduit les émissions telles qu'on le souhaitait, etc. La cinquième phase est une phase de transfert parce que, en fait, une fois qu'on a commencé à faire cette transformation, elle est très loin d'être terminée. On peut dire même quelquefois qu'une transformation, c'est jamais vraiment terminé. En tous les cas, peut-être que par la suite, on parlera plutôt d'amélioration continue que de transformation. Il n'empêche que la personne qui fait l'accompagnement, à un moment donné, doit partir. Donc, organiser toutes ces activités, finalement, pour faire en sorte que l'entreprise continue sa transformation d'elle-même, en fait. Voilà. Quelques chiffres que je vous ai mis là en dessous de l'illustration. Là, on le voit, la personne qui accompagne l'entreprise, elle est vraiment dans le cœur de l'entreprise. Et ça marche d'autant mieux qu'effectivement, la personne, elle n'est pas là juste de temps en temps pour faire quelques interviews, pour relever les compteurs ou quoi. Non, une transformation de ce type, qui est une transformation profonde, marche d'autant mieux que la personne s'intègre réellement dans l'entreprise. Donc, ce que moi, je préconise, c'est une immersion. Pas nécessairement un temps plein, mais une immersion de 3 ou 4 jours par semaine de la personne qui fait la transformation, c'est vraiment idéal. Le temps entre l'étape 1 et l'étape 5, évidemment que c'est très difficile d'estimer comme ça et c'est dépendant d'énormément de choses, notamment d'entreprises, etc., etc. Bon, il faut bien compter 1 an, donc ça c'est une estimation que je donne, qui n'est pas nécessairement, qui est adaptée entreprise par entreprise. Et à l'issue de cette année, évidemment, comme je disais, la transformation, elle n'est pas vraiment terminée, mais elle ne sera jamais vraiment terminée. Et puis, quand on parle de vision stratégique long terme, on parle vraiment de 2030-2050. On n'est pas dans des choses de moyen terme, quoi. Voilà, ça c'est qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette méthode. Alors, pourquoi autant d'outils? Donc, en gros, sur le livre qui décrit la méthode, il y a marqué 200 outils. Pour de vrai, en fait, il y en a 183. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais en fait, pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est vraiment
une aide pour chaque étape, une aide pour chaque type de choses. Et en fait, la façon dont la méthode est décrite, notamment dans un livre, et je vais vous en parler juste après, c'est décrit de façon à bien guider une personne, par exemple, par exemple, une personne qui est plus spécialisée dans le climat et pas tellement dans la gestion de changement, trouvera un tas d'outils pour commencer et sera guidée pour choisir tel ou tel outil. Alors, la boîte à outils, moi je trouve qu'elle est magnifique. Elle a 3 casiers. Et donc, du coup, tout ça est très très classé en fait, hein, et très coloré, comme vous pouvez le remarquer. Sur la droite, je n'ai pas l'intention de vous raconter tous ces outils, mais je suis sûre qu'en regardant, vous en trouvez quelques-uns. Ah, bah oui, c'est effectivement ça, je vois ce qu'il s'agit. Peut-être que vous reconnaissez les illustrations aussi. Quand une ligne qui correspond à un titre d'outil a une petite map monde, ça veut dire simplement que c'est un outil qui est plutôt lié au climat plutôt qu'au changement, sachant qu'il y a 2 tiers d'outils qui sont liés à la gestion de changement et 1 tiers au changement climatique. Voilà, donc, question suivante, pourquoi partager? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que dans ma présentation, le partage, pour moi, c'était quelque chose d'assez important. D'ailleurs, je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs salariés depuis que j'ai quitté mon grand groupe. Le but, pourquoi est-ce que je suis partie d'un grand groupe comme ça, hein? Mes objectifs, moi, c'était comme un colibri, voilà, faire mes petites gouttes d'eau. Et donc, mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises, enfin, qu'il y ait plusieurs entreprises, et voire même, pourquoi pas beaucoup, qui s'adaptent en utilisant cette méthode ou une autre, mais en tous les cas, je pense qu'il est super important que les entreprises s'adaptent vraiment au changement climatique, parce que c'est un effet de bord aussi qui est non négligeable, c'est quand on touche les entreprises, on contribue à la prise de conscience du sentiment d'urgence, et notamment simplement parce qu'à l'intérieur des entreprises, il y a aussi des salariés simplement. Donc en fait, je pense qu'on peut prendre le changement climatique de façon positive, et c'est beaucoup mieux de le prendre en avance. Donc pour moi, c'est vraiment cet objectif de faire le plus de transformations possible. Alors, Creative Commons, je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet. En gros, c'est pour ceux qui connaissent l'open source, c'est une sorte d'open source, surtout le CC by SA. Donc, CC by SA, ça veut dire Creative Commons, et le by, c'est l'attribution et le partage dans les mêmes conditions. Ça veut dire, pour faire simple, que tout ce que j'ai décrit là, tout le monde, c'est-à-dire en gros les consultants, tels que j'ai parlé tout à l'heure, peuvent utiliser de façon complètement gratuite, aussi bien les illustrations, les explications, etc., etc. Et le matériel qui sortira de l'usage de cette méthode. En revanche, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une multiplication de l'usage, il faut toujours dire d'où ça vient. Voilà, c'est le principe du Creative Commons CC by SA. Donc l'idée de ça, c'est que on alimente cette méthode et donc qu'on multiplie son usage. Pour ça, ce que je suis en train de mettre en place, c'est une communauté. Il va y avoir un lancement, et cette communauté, finalement, elle va être constituée, alors principalement, hein, mais elle peut être ouverte, mais de personnes qui sont plus des consultants qui accompagnent les entreprises à faire leur transformation. Donc, réunion de lancement le 15 avril. J'ai vu que le Shift Project avait mis un webinaire exactement à la même heure et le même jour que moi. Donc, bon, j'espère que vous préférerez venir à ma réunion de lancement de la communauté plutôt que d'aller voir le Shift Project. Donc, une communauté. Un livre, alors je suis super, c'est un livre auto-édité, je suis super contente et super fière parce que là, j'ai le premier exemplaire qui est l'exemplaire pour lequel j'ai dit un go pour l'imprimeur. Donc là, le livre, il est à l'imprimerie. Je vais recevoir les exemplaires la semaine prochaine et il est possible de le commander sur mon site internet. Et puis, donc, je prépare une formation à la méthode. Bon, principalement hein, pour les gens qui vont faire les transformations, potentiellement qui vont faire partie de la communauté, mais quiconque a envie d'utiliser la méthode, à partir du moment où elle répond à ces règles que j'ai indiquées là avec le Creative Commons, peuvent le faire. Dernière question, qui a déjà utilisé cette méthode? Tout à fait franchement, la méthode telle que décrite là encore, elle n'a pas encore été utilisée. Par contre, elle est vraiment issue de mon expérience, donc de 20 ans d'expérience, et puis aussi, surtout, de l'expérience des tas de personnes qui transposent leurs recherches ou leurs expériences dans des méthodes et des outils. Vous l'avez vu, dans les méthodes et outils, il y en a que j'ai créés moi-même, mais il y en a beaucoup, c'est de la littérature. Enfin, la littérature étant basée sur l'expérience, hein, il faut quand même. Donc, la gestion du changement, c'est quand même quelque chose qui
bon, qui fait l'objet quand même ça fait à peu près 30-35 ans qu'on décrit la gestion de changement de façon très outillée, etc. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que chaque transformation est unique. Et elle dépend de quoi? D'un très grand nombre de facteurs, de la société, de la personne qui fait la transformation. Elle va avoir son propre style. Donc tout ça, associé au fait que aussi une transformation réussie dans un contexte n'est pas transposable à l'identique dans un autre contexte, toutes ces informations vous montrent qu'une transformation, finalement, c'est quelque chose qui est alors c'est très outillé avec la méthode Lance, si on le souhaite, mais c'est quand même quelque chose qui est du domaine de l'humain, quoi, qui n'est pas une recette que j'applique et que je vais réappliquer. Donc, de mon point de vue, ça n'est pas un gros problème qu'elle n'ait encore jamais utilisé. En tous les cas, moi, je suis très, très contente à l'idée de l'utiliser prochainement, sachant que, bon, voilà, ce sont des façons de faire que moi-même, j'ai utilisées par le passé. Voilà. Alors, j'ai pas d'autres questions. En revanche, je voulais vous faire juste une petite phrase résumante qui dit que la méthode Lance est un guide destiné aux faiseurs de transformation pour que les entreprises qu'ils accompagnent choisissent leur chemin au lieu de le subir. Voilà, donc maintenant ça va être à votre tour pour les questions. Merci beaucoup Nathalie. Alors effectivement, on a quelques questions. La première de Romain Boisboudin. Peut-on utiliser la méthode directement en entreprise en tant que responsable environnement sans passer par des consultants? Alors, c'est une excellente question. Ça aurait pu faire partie des questions fréquemment posées. Alors, c'est aussi quelque chose que j'ai expliqué dans le livre en question, hein, le livre qui est là. C'est possible, mais moi-même, pour avoir été dans des entreprises, y compris consultante interne, hein, c'est-à-dire je connaissais l'entreprise, je vois les effets positifs et négatifs du fait d'être à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent, on va avoir beaucoup de biais cognitifs, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cette fraîcheur de quelqu'un qui arrive de l'extérieur. On ne va pas pouvoir poser les questions toutes bêtes, hein, ou simplement parce que on va connaître déjà la réponse si on est déjà à l'intérieur. Après, il y a des questions carriéristes aussi, ou des questions de ce type, c'est-à-dire que moi, si je vais dans une entreprise et que j'ai aucun lien, si ce n'est évidemment un lien client-fournisseur, je vais pouvoir poser les questions sans me dire bon ben oui, mais dans 5 ans là, on va me dire que ouais, je vais faire les choses comme ci, comme ça. Il y a un intérêt à être à l'extérieur. Voilà, il y a un gros intérêt. Il y a des intérêts à être à l'intérieur aussi, hein. Pour cette méthode, moi, je préconise que ce soit des gens extérieurs. Mais cette méthode, elle est hyper libre, hein. Donc, si vous voulez l'utiliser à l'intérieur, faites-le. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, on a une autre question de Arnaud Jumel. Est-ce que votre communauté est ouverte à des salariés qui travaillent sur la transition énergétique dans leurs entreprises? Alors, oui, bien sûr. En fait, j'ai envie, en créant cette communauté, surtout de faire attention à ce que les gens veulent apporter à la communauté. J'ai dit effectivement que ça doit être très utile pour les consultants, etc., les gens comme ça. Mais par exemple, un consultant qui viendrait dans la communauté et qui ne contribuerait pas, par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus ennuyeux que quelqu'un qui n'est pas exactement dans le profil qu'on avait, voilà, auquel on avait pensé au démarrage, mais qui seraient des gens qui contribueraient et qui feraient avancer les choses. Donc oui, pour moi, c'est plus important, voilà, l'attitude et le fait finalement d'être d'équerre avec le pourquoi, hein, de cette communauté, ça c'est plus important pour moi. Alors, je fais juste un petit lien avec ta réponse de tout à l'heure. Daniel Falk ajoute aussi que la connaissance des activités de l'entreprise, un diagnostic de la situation de départ semble essentiel pour découvrir les solutions opérationnelles. Donc, effectivement, c'est quelque chose que tu présentais aussi sur la méthode et c'est quelque chose que tu penses être important sur la méthode Lance. Alors, c'est vrai que quand on commence à faire la transformation, on est dans l'opérationnel. Quand on est sur l'établissement de la stratégie, on est
et dans l'étape d'ouverture, on est presque dans le, je vais pas dire le rêve, hein, mais parce que c'est quand même bien terre à terre, mais il faut s'éloigner de l'opérationnel avant de re-rentrer dans l'opérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que la phase d'observation n'est pas nécessairement un diagnostic tel qu'on l'entend habituellement. Parce que faire un diagnostic, moi, ce que je préconise, c'est plutôt de faire un profil de l'entreprise pour voir comment est-ce qu'avec les outils de facilitation, on va pouvoir l'amener à un changement de stratégie. Et c'est ça ce qui est vraiment le but de la méthode, en fait. Hein, c'est vraiment de changer de stratégie, c'est vraiment de s'adapter à fond. Donc voilà, c'est plus comment dire, c'est plus enfin, partir assez loin plutôt que d'être dans l'opérationnel, pour ce qui est le début de la méthode. Je ne sais pas si je suis très claire là, il faudra me dire. Je pense que ça va être un petit peu plus clair parce que du coup, on a une superbe question de Dorothea Dupont qui nous demande si la méthode, elle s'applique à d'autres organisations que l'entreprise et parallèlement, après, comment faire pour participer à l'événement du lancement de la communauté, mais je pense que tu en parleras au moment de conclure. Donc la question, c'est vraiment, voilà, est-ce que la méthode s'applique à l'entreprise, mais aussi à d'autres organisations? On pense à des collectivités, j'imagine. Par exemple, des collectivités, des territoires, des ONG, voilà. Voilà. Disons que tout ce qui est décrit aussi dans le livre est très adapté aux entreprises. Pourquoi? Simplement parce que je connais mieux. Pour ce qui est des collectivités, pour avoir été conseillère municipale quelque temps, je pense que les problématiques, les façons d'aborder les choses des communes ou des collectivités d'une façon générale, sont quand même assez différentes. Mais rien n'empêche d'utiliser le contenu pour certaines choses. Moi, je serais vraiment très, très contente si on en faisait une utilisation au-delà de ce qui était prévu. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on utilise la méthode pour aller faire des trucs complètement à l'encontre de l'idée d'origine. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc pourquoi pas? Et alors, pour répondre précisément, encore une fois, entrer dans la communauté, si c'est pour faire comment dire, la faire bonifier, etc., à faire bonifier la méthode, oui. Et si on le fait dans cet état d'esprit-là, oui, à 100%. Merci beaucoup. Et, Romain Baudin qui posait une question tout à l'heure sur s'il était possible justement d'utiliser la méthode directement sans passer par des consultants, te demande justement si la méthode, elle serait adaptée à une entreprise qui aujourd'hui a été rachetée et qui a changé de direction. Ah oui, sans problème. Sans problème. Ça, c'est vraiment pendant la phase d'observation que justement, toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il faut faire preuve de finesse. Et ça, c'est bien quand on est extérieur. Hein. Franchement, c'est bien parce que je pense qu'on voit mieux les choses que quand on est à l'intérieur. En tous les cas, on n'a pas de biais, hein, c'est ce que je disais. Donc, il faut faire preuve de finesse pour comprendre qu'est-ce qui est du ressort de l'entreprise telle qu'elle était là, qu'est-ce qui est du ressort des nouveaux dirigeants. Et peut-être que s'il y a un mismatch d'aider à en prendre conscience, non, vraiment aucun problème. Tout comme moi, ça m'est arrivé de travailler sur des transformations où en fait, je sentais que c'était une entité qui avait, qui a été rachetée c'est plein de petits morceaux de société qui constituaient cette entité. Et ça, c'est même du point de vue de la transformation, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de styles différents à l'intérieur de l'entreprise. Et oui, la transformation, c'est ça. La transformation, c'est très humain. Donc, oui, il n'y a aucun problème pour ce genre de choses. Enfin, aucun problème. C'est faisable. Après, c'est peut-être pas si évident, mais c'est faisable. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour cette présentation sur une méthode qui, comme vous l'avez vu, est en construction, en co-construction, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment y participer et ajouter votre expérience sur ces enjeux de transformation d'entreprise qui sont très importants aujourd'hui et pour lesquels on se retrouve lors des rencontres ProDurable Lyon en 100% digital. Alors, pour clôturer, Nathalie, très rapidement, on a une question de Gaspard Dubreuil qui demande, question hors de propos, mais pourquoi Lance? C'est un acronyme par l'interrogation. Voilà. C'est mon nom de famille. C'est mon nom de famille. Alors, ça m'a un petit peu gênée quand on m'a suggéré de l'appeler comme ça, parce que je trouvais que c'était un peu trop me mettre en avant. Et finalement, on m'a dit non, mais ton nom, il est trop génial pour ça. Voilà, il faut se lancer, quoi. Voilà.
Donc, je l'ai utilisé. C'est mon nom de famille. Pas d'acronyme. Peut-être en fait une vraiment dernière question, parce qu'elle me semble être très intéressante, de Daniel Fay, qui demande: autant d'outils peut-il inquiéter plus qu'engager à agir, alors les capacités de synthèse sont importantes. En fait, est-ce que vraiment le fait d'avoir beaucoup d'outils à disposition, ça peut potentiellement empêcher l'action et rendre l'action plus difficile? Alors, ça fait partie des questions fréquemment posées, effectivement. Non, parce qu'en fait, pendant tout le déroulé, par exemple, des étapes telles qu'expliquées, les différents outils sont comment dire, on va dire, par exemple, si vous êtes dans telle situation, vous aurez peut-être mieux utiliser ça plutôt que ça. Donc, je le prends plutôt comme une aide. Moi, en tant que spécialiste en transformation, j'aurais beaucoup aimé avoir quelque chose qui me guide comme ça, franchement. Et puis, en plus, c'est hyper classé. Donc, il y a, je sais pas, et puis tout n'est pas utilisable. Par exemple, il y a dans le casier où il y a la psychologie, si les gens ils sont pas à l'aise avec les éléments psychologiques, ben ils regardent pas. Hein. Par contre, effectivement, sur tout le déroulé des étapes, ils auront intérêt à regarder que, par exemple, pour la co-création, ben voilà, il y a 5 outils qui sont proposés. Et dans la boîte à outils, on dit bah, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient, etc. Donc non, je pense que c'est plutôt une aide. J'aurais bien aimé avoir ça. Super. Écoutez, merci beaucoup, Nathalie. Je te laisse conclure. Merci pour votre présence. Alors, ben, en conclusion, donc je suis partie dans une aventure. Et ben, j'espère bien que certains d'entre vous feront aussi partie de cette aventure. Voilà, donc je conclurai là-dessus. Merci Nathalie, merci à vous toutes, vous tous pour votre présence sur ce webinaire, et je vous souhaite une très belle fin de journée, très bel après-midi ensoleillé, et je vous dis à très bientôt sur ProDurable Lyon. Au revoir. Au revoir.